Salut tout le monde, c'est Prox et aujourd'hui on se retrouve pour apprendre le langage C et C++ à partir de Python. Donc si vous connaissez Python, c'est la vidéo parfaite pour vous si vous voulez transitionner vers du C ou du C++ pour être le meilleur de votre classe ou le meilleur autour de vous tout simplement. Et donc c'est parti, pour ça on va utiliser Replitz qui est un compilateur en ligne. C'est-à-dire, en gros, on peut juste coder sur Google Chrome et pouf, ça marche. On n'a pas besoin de télécharger quoi que ce soit, en fait. Donc, vous aussi, vous pouvez y aller pour tester. Donc, à gauche, ici, j'ai Python. À droite, ici, j'ai C++. Faut juste savoir que le C, du coup, c'est un sous-ensemble du C++. Donc, on peut faire du C en C++. Et du coup, c'est parti. Donc, déjà, la toute première chose, c'est qu'en C++, si on lance le code comme ça marche pas. Il y a une erreur, alors que Python, il n'y a pas d'erreur au moins. Le problème, c'est que ici, ça met que il n'y a pas de référence vers le main, en fait. Et main, c'est quoi? C'est tout simplement une fonction. Donc, si vous savez pas trop ce que c'est pas si grave, même si normalement, en Python, il y a aussi des fonctions. Hein. En gros, ça va être ça. Et tout le code qu'on va lancer va être à l'intérieur de ça. Et là, quand on lance le programme, on voit que ça marche bien, il n'y a plus d'erreur. Pareil pour Python. Du coup, ça, c'est la première différence. Si on veut faire l'équivalent maintenant en Python, c'est comme si on faisait un def main, paf, deux petits points, et ici, du coup, on écrit notre code. Du coup, déjà, on va montrer aussi les commentaires. En Python, les commentaires, c'est des dièses, c'est des sharp, alors que en C++, c'est des //. Donc voilà. Et ça, par contre, la fonction main, en gros, elle est appelée en C++ à chaque fois lorsqu'on lance le programme. Du coup, c'est comme si en Python, on faisait ça, en fait. Du coup, on définit la fonction, on appelle la fonction main, et paf, du coup, après, il y a le code qui est à l'intérieur qui se lance. C'est comme ça que ça fonctionne en C et en C++, les deux, du coup. Tac, tac. Oui, du coup, là, c'est parce que j'ai rien mis. Hein. J'ai pas mis de code normalement. Par exemple, s'il y a un print ici, pouf, c'est bon. Voilà. Ok, ça, c'est fait. Maintenant, le deuxième truc qu'on va voir, c'est déjà quelque chose que vous avez vu ici. C'est qu'en fait, en Python, quand on indente ici notre code, quand on le décale, vous voyez sur la droite, pour des fonctions, pour des boucles, pour des conditions, etc. En fait, en C++, on va pas indenter. Alors, on peut indenter, mais on peut écrire notre code, par exemple, tac, tac, tac. Pas avec le commentaire du coup, mais on peut écrire notre code comme ça, et ça va quand même marcher. En fait, les espaces, c'est utilisé que pour la lecture, en C++. À la place, on va mettre des accolades, du coup, lorsqu'on commence l'indentation en Python, et lorsqu'on finit cette indentation. Donc là, par exemple, en vrai, j'ai pas trop... On n'a pas encore vu le print, en fait. Du coup, j'ai pas grand-chose à montrer pour le moment. Mais si, par exemple... par exemple, oui, ce serait un équivalent ici si on avait un print. On met le print ici, du coup, entre les deux accolades. Voilà. Mais du coup, ce qui est bien aussi en C et en C++, encore une fois, c'est les deux langages, c'est que le if et le while, c'est exactement la même chose qu'en Python. Donc, par exemple, si je fais... Ok, on va faire un exemple. Tac. En Python, du coup, il faut forcément mettre un truc après l'indentation. Donc, par exemple, si 4 est plus petit que 5, deux petits points, on indente, et on peut print, tac. Et voilà, du coup, si 4 c'est plus petit que 5, alors on va print. En C ou en C++, 4 est plus petit que 5. Alors là, on met pas de deux petits points, faut faire attention. Et on peut mettre des accolades, et paf, on peut print. Alors la fonction, c'est pas print, mais on peut print comme ça. Et c'est pareil pour le while, du coup. Donc là, ça va faire une boucle infinie, hein, faut à part refaire chez vous, les enfants. Mais du coup, ça va aussi marcher. C'est la même syntaxe exactement comme vous le voyez. Il n'y a juste pas le deux petits points. Et il y a des accolades à la place de l'indentation. Du coup, encore une fois, c'est bien d'indenter ici, c'est bien de mettre un espace pour la clarté en fait du code, tout simplement.
Bon, maintenant, on va quand même voir les variables. On va voir les variables parce que là, bon, c'était... On n'a même pas encore vu le print, donc on va voir ça. Les variables en Python. On a par exemple ma variable égale 5. Ok. En C et en C++, il y a des types qui sont explicités. Donc ça, par exemple, 5, c'est quoi? C'est un nombre. Donc en C ou en C++, on va mettre int, c'est le type. Int, ça veut dire integer en fait. C'est un nombre entier tout simplement. Et on va mettre le nom de la variable ici. Et on va faire comme en Python, sauf qu'à la fin, on va rajouter un point virgule. Pourquoi un point virgule en fait? Parce que je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en C++, on peut écrire tac, comme ça. Voilà, on peut écrire comme ça. En Python, si on écrit comme ça nous pète à la gueule. Parce que par exemple, ici, on a... Imaginons qu'on veut mettre une deuxième variable, i égale 5. Là, Python va se dire, quoi, ma variable, c'est égal à 5, i égale 5, ça veut rien dire. Et en C++, pour séparer les différentes instructions, au lieu de faire un retour à la ligne comme ça, c'est un point virgule. Du coup, si j'ai envie, je peux faire int i égale 5 ici. Point virgule. Et ça marche. Parce que on sait que ça, c'est deux instructions différentes parce que c'est séparé par des points virgules. Donc, encore une fois, le mieux, c'est quand même de revenir à la ligne pour la clarté. Mais on sait jamais. S'il y a des programmeurs un peu fifous, vous pouvez écrire Minecraft sur une seule ligne. C'est assez fou. Enfin, peut-être pas, mais... Et voilà. Ok, du coup, ça, c'était les types. Int, du coup, à la place de int, on peut mettre des floats. Donc, floats, c'est des nombres à virgule. Donc, 5.2, par exemple. On peut mettre... après, on peut mettre n'importe quelle classe ici. Mais je vais vous montrer les classes après. Du coup, ça vaut peut-être pas trop le coup de les montrer. Il y a aussi les booleans. Les booleans, c'est soit true, soit false. Donc, en Python, c'est un peu la même chose. C'est my boolean égale true, mais avec une majuscule en Python. Alors que en C, C++, c'est minuscule. Et du coup, c'est pareil pour false. Hein, c'est le même mot exactement. Donc, on s'embrouille pas trop. Et d'ailleurs, petite remarque par rapport au type. Tac, int, ma variable 2 égale 5. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en Python, quand on récupère un input, on fait par exemple input égale... Ok, peut-être pas input, je vais nommer ça my input. My input égale int input. Et ça, c'est pour récupérer un nombre entier de l'utilisateur. En fait, ça renvoie à une chaîne de caractères. Et si on rajoute int, c'est pour le convertir du coup en nombre. Int, c'est un nombre. Et ici aussi. Dans les deux cas, c'est des nombres. Donc ça, c'est vachement cool. Ok, désolé. Il y a juste le curseur qui s'affichait pas apparemment d'un côté. Donc voilà. Int, c'est la même chose. Ici, char, bon, je sais pas si ça marche, mais du coup, il y a les types en fait en Python, ils existent aussi. C'est juste qu'en C et en C++, ils sont explicités. Ok. Dans tous lesquels ils existent. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va voir du coup pour le print. Mais pour utiliser le print, en Python, on peut l'utiliser directement. On peut faire print lama. Petite référence à quelqu'un de ma classe. Mais en C++ ou en C, on va faire du C là par exemple, printf. Du coup, c'est la même chose, mais juste avec un F. Et on va mettre les guillemets. Donc c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et on va mettre lama avec juste point virgule à la fin du coup. On lance. Et là, ça met « et ». Je ne sais pas ce que ça printf. Pourquoi? Parce que printf, c'est une fonction de librairie. Pour le coup, c'est la librairie... j'ai envie de dire la librairie standard, mais la librairie standard du C, du coup, puisque c'est une fonction C et pas C++ directement. Et du coup, pour ça, on va inclure un fichier. Alors, en Python,
vous avez sûrement déjà eu recours à from. Par exemple, si vous avez fait FranciOI, il y a from robot import étoile. Ça va importer tout ce qu'il y a dans robot. Là, c'est un peu pareil. En C et en C++, il y a différents types de fichiers, mais il y en a un, c'est le .h. Et du coup, stdio.h, ça copie le fichier stdio.h et le colle littéralement ici. Et à l'intérieur de ce fichier-là, il y a la déclaration de cette fonction-là, de la fonction printf. Et en gros, quand on va lancer le programme, ça va tout simplement marcher. En gros, ça permet d'appeler ça. Ça permet d'utiliser ça. Donc, si vous voulez plus d'explications, std c'est pour standard, parce que c'est le truc utilisé par le C de base en fait. C'est le standard. Et IO c'est pour input, output, entrée, sortie. Et du coup, ça c'est la sortie printf. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Alors oui, c'est pas... ça se comprend pas trop, mais voilà. Maintenant, vous savez. Ok, du coup, là, on a un print, on a un printf. Bon, il n'y a pas le from robot import, du coup, paf. Du coup, les if, ça marche. Les variables, vous avez vu comment faire. Je vais pas vous remontrer. Maintenant, je vais vous montrer les boucles for, parce que les boucles for, c'est assez différent, faut pas se le cacher. Donc là, par exemple, en Python, on avait for i in range. Au début, on a l'endroit où on commence, donc par exemple, on va commencer à 3. On va pas dépasser les 10, et on va avoir un pas de 2. C'est-à-dire qu'on va augmenter de 2 à chaque tour de boucle, du coup. Et là, après, on va afficher le contenu de la variable i, du coup, qui va commencer à 3, qui va augmenter de 2 à chaque tour, et qui va s'arrêter une fois que c'est supérieur à 10. Ok. Paf 3, 5, 7, 9. Maintenant, ce que j'aime beaucoup plus en C et en C++, ce que j'aime beaucoup plus en C et en C++, c'est que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus compréhensible, en fait. Parce que là, vous sortez des valeurs de nulle part, en fait. Mais en C et en C++, du coup, for, le même mot-clé. Mais après, on met des parenthèses, directement. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? Int i égale 3, point virgule, parce que différentes instructions. I est inférieur à 10, strictement inférieur. Du coup, là, on a bien la condition, tant que i est inférieur à 10, on continue à boucler. Point virgule. Et i égale i plus 2. Donc après, évidemment, vous pouvez simplifier ça en plus égale 2. Et c'est égal à ça, si vous voulez, pour mieux comprendre. Et là, du coup, après, au lieu de mettre les deux petits points et le décalage ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez retenu? Et oui, on va à la ligne et on met, enfin, on n'est même pas obligé d'aller à la ligne en vrai, et on met surtout les accolades. Paf! Désolé, petit problème technique, du coup, là, on met les accolades pour la boucle for. Et ensuite, on fait le printf, où on va afficher i. Alors, i, du coup, c'est un nombre entier. Pour afficher des variables en C, c'est un peu délicat. En C++, c'est beaucoup plus facile parce qu'à la place, on peut inclure iostream. Donc c'est la même signification, input, output et stream parce que c'est des flux. Et du coup, à la place, on va juste faire de la magie noire. Alors, je peux faire ça. Je vais vous expliquer après. Et paf, du coup, 3, 5, 7, 9. Donc là, comme vous le voyez, la boucle, c'est beaucoup plus facile, en fait, de savoir ce que ça fait. Parce que au début, la variable, c'est 3. Tant que c'est inférieur à 10, on continue. Et à chaque tour de boucle, on effectue i égale i plus 2. Donc, on comprend beaucoup plus qu'en Python, pour le coup. Ok, maintenant qu'on a vu ça, je vais vous expliquer un peu ça, quand même. Parce que ça sort un peu de nulle part. Ça n'a pas l'air d'être une fonction. Mais en fait, c'en est une. C'est une fonction cachée. Ok. Comment expliquer ça? Parce qu'en fait, ça, c'est un opérateur. Et c'est un peu comme si on faisait
std cout. Vous voyez ça, les chevrons. C'est comme si à la place, j'avais une fonction chevron et que je faisais basiquement ça. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc attendez, là c'est un peu... Ah, je sais pas comment... Vous savez quoi? En C++, on peut revenir comme ça. Donc je vais vous montrer comme ça. Et ça, du coup, c'est équivalent à faire un stdcout i std endl. C'est l'ordre d'exécution du coup des fonctions, en gros. std endl, c'est quoi? Endl, c'est pour end line. Du coup, on fait juste un retour à la ligne, en fait. Et d'ailleurs, certains préféreront aussi mettre un \n parce que ça flush aussi, enfin, ça fait des trucs, ça fait un peu de la magie noire. Du coup, si vous voulez, on peut le mettre même juste comme ça marche, ça fait juste pas de retour à la ligne, comparé à Python, où pour enlever le retour à la ligne, il faut ajouter end égale le caractère du coup de fin de ligne. Paf. Du coup là, si on essaye, paf. La même chose. Ok, donc les boucles for c'est vu, mais aussi en C, C++, du coup, on peut mettre n'importe quoi ici. En fait, on peut mettre des caractères, on peut mettre des nombres à virgule, on peut mettre n'importe quoi. Enfin, c'est à vous de décider, même si les nombres entiers sont préférés, parce que souvent, les boucles, ça a des significations. Et souvent, c'est bouclé à travers un tableau, par exemple, ou des choses du genre. Alors, là, je viens de parler de tableaux, du coup, on va voir les tableaux. Ok, du coup, les tableaux en Python, c'est quoi? C'est genre, par exemple, mon tableau égale, paf, chevron, du coup. Chevron. Non, c'est pas des chevrons, c'est des crochets. Du coup, on va mettre 3, 6, -2, etc. Ok. Ça, c'est mon tableau. Alors, en C++, ça va être un peu pareil. Sauf que du coup, oubliez pas, il y a des types en C et en C++. Donc, on va commencer déjà par le type. Ici, c'est des nombres, ok? C'est des int, du coup, integer. Du coup, on va commencer par int. Et là, c'est un peu différent du Python, etc. On va mettre, du coup, mon tableau, le nom, du coup, de la variable, et ensuite, pour les tableaux de base, en tout cas, on va mettre les crochets. Et là, alors, il y a différentes façons de faire les choses. Il faut faire attention. Donc là, par exemple, je vais faire égal des accolades, et on va mettre 3, 6, -2. Et quand je lance, ou le point virgule, n'oubliez pas, et quand je lance, ça marche. Ça compile en tout cas. Oh. Intéressant. Oui, voilà, du coup là ça marche. Je vais enlever ça d'ailleurs. Mais en gros, ça met pas d'erreur. Ce qui est important, c'est que ça mette pas d'erreur en rouge ici, en fait. Voilà. Maintenant, ici, on peut aussi spécifier la taille du tableau si on a envie. En Python, bon, c'est automatique, hein. Mais c'est important si, par exemple, on veut un tableau de 3 éléments et qu'ensuite, le tableau, on va l'utiliser comme ça, par exemple. Donc là, je vais assigner à l'élément 0 la valeur 3, etc. En Python, c'est la même chose, hein. Je tiens à préciser qu'en C et C++, on n'a pas du coup à remettre le type de la variable lorsqu'on utilise la variable. C'est vraiment la première fois qu'on voit la variable qu'on doit mettre le type. Du coup là par exemple l'équivalent c'est juste ça. C'est exactement la même chose. Oh, j'ai oublié le égal. Paf, c'est exactement la même chose. C'est incroyable, il y a tellement de ressemblances en fait. C'est pour ça que quand vous apprenez un langage, vous pouvez changer assez facilement parce que vous avez la logique, vous savez faire des algorithmes et du coup ça va aller tout seul. Enfin, évidemment, il y a plus d'éléments dans certains langages, mais voilà. Et du coup, l'un des problèmes aussi du C++, c'est que les tableaux, bah, comment dire? En Python, on peut faire par exemple mon tableau.append, je crois. On va rajouter 4.
C'est pas append. C'est quoi déjà? C'est add. Ok, c'est append mais avec une minuscule. Du coup là ce qu'on fait c'est quoi? C'est qu'on a un tableau ou une liste si vous voulez appeler ça comme ça. 3, 6, moins 2 avec ces éléments là. Et après là on rajoute l'élément 4 à la fin de la liste. Ici c'est différent. Ici, bah en fait c'est un tableau et c'est assez bizarre mais les tableaux n'ont pas de fonction. Les types primitifs n'ont pas de fonction. C'est-à-dire qu'en fait, bah, on peut pas, comment dire, on peut pas modifier le nombre d'éléments d'un tableau primitif en tout cas, comme ça, un tableau pur. Et même en dehors de ça, on peut pas obtenir directement la taille du tableau en fait. Donc là, on a mis 3, mais si je veux afficher la taille du tableau, par exemple en Python, je vais faire print len mon tableau. Paf, 4. En C++, enfin C++, du coup, c'est un peu différent. Faut que je me rappelle du truc si c'est bon. Ah, ouais. En gros, t'as pas de len mon tableau. Ça va pas marcher, hein, je vous préviens. Paf. Parce que du coup, la fonction len n'existe pas. Mais on a une fonction sizeOf. Et là, c'est le drame. Vous allez voir pourquoi. Je vais faire une autre variable, int i égale 4. On va mettre 330 et ici on va enlever ça d'ailleurs. Voilà, là maintenant on va utiliser la fonction sizeOf qui est un opérateur en réalité. Et on va faire sizeOf mon tableau. On va lancer et ça affiche quoi? Ça affiche 12. Mais j'ai pas 12 éléments. Maintenant on va faire pareil mais pour i du coup. Et i c'est 4. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette magie noire? Ça en fait, sizeOf c'est pour connaître la taille en mémoire de chaque élément. En octets du coup. Donc un int, un nombre entier, c'est 4 octets. C'est pour ça que ça affiche 4. Et du coup, comme un nombre entier c'est 4 octets, et qu'ici on a 3 nombres entiers dans ce tableau, 3 fois 4, ça fait 12. Et maintenant, au lieu de faire du coup l'opérateur len, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une division à la place. Parce que du coup, on va diviser, enfin, on va prendre la taille en octets du tableau et on va diviser ça par la taille du premier élément. Du coup, ça c'est 12, ça c'est 4, 12 divisé par 4. On retrouve 3, et du coup on a bien la taille du tableau. Donc ça c'est une petite astuce, c'est le sizeOf, normalement vous n'en aurez pas vraiment besoin, mais je vous le dis quand même. C'est pour vous vanter auprès de vos amis ou ce genre de choses. Et maintenant on va voir des tableaux un peu plus intéressants, parce que parce que c'est bien de modifier la taille des tableaux quand même. Alors en C++, déjà je vais vous parler du C. En C, c'est horrible. En C, il faut allouer sa mémoire, il faut la désallouer. Et du coup, si on veut faire des tableaux dynamiques, et c'est compliqué. Parce qu'il faut les faire soi-même, en fait. Il faut recréer les tableaux dynamiques. Basiquement. Alors qu'en C++, il y a la librairie standard. La librairie standard, c'est quoi? C'est Vector, par exemple. Vector qui me permet de créer un std vector. Donc std vector, c'est le type, en fait. C'est le type du tableau. Et là, les chevrons, c'est pour indiquer une spécialisation de template. Donc ça, je vais sûrement pas le montrer dans la vidéo. Mais je vous conseille d'aller voir ça après, du coup, parce que c'est quand même assez sympathique. En gros, ça c'est quoi? C'est mon tableau. Mon tableau, du coup, c'est un vector. En fait, vector, ça veut dire quoi? C'est juste que c'est une sorte de liste.
Et ici, du coup, on précise que c'est une liste d'entiers. Du coup, mon tableau, je peux y rajouter des éléments, pushback. Donc, les fonctions, si vous savez pas trop ce que c'est pas grave. Vous pouvez juste aller regarder sur Google, vous marquez std et vector. Vous allez sur le premier lien ou sur le deuxième. En général, ce sera cppreferences et c++.com sur lesquels vous allez aller. Et donc là, vous voyez std vector. Ok, il y a plein de trucs très bizarres, c'est du C++. Et là, pouf, vous avez les fonctions. Donc il y a un petit du coup pour savoir si c'est vide ou pas, size pour connaître la taille. Donc là vous voyez qu'on peut obtenir la taille pas comme tout à l'heure avec le size off. Il y a le pushback, voilà, rajoute un élément à la fin. Il y a le erase pour en supprimer, etc. Et ici du coup c'est la même chose avec l'autre truc, sauf que les fonctions sont ici, c'est juste un affichage différent. Évidemment vous pouvez cliquer dessus. Donc là par exemple pushback, on va aller voir. Et paf, vous avez un exemple. Donc là, vous voyez que ici, c'est un tableau du coup de strings. Les strings, du coup, c'est des chaînes de caractères, c'est des lettres, etc. C'est des mots, c'est des phrases. Et ici, ça nous montre comment rajouter un élément. Donc après, il y a de la magie noire. Pour le moment, c'est obscur. Faites pas attention. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le move. Donc je vous conseille d'aller la voir si vous voulez en savoir un peu plus sur le C++, parce que ça n'existe pas non plus en C. Et voilà, on va revenir du coup à la programmation. Ici, on va rajouter un 4. Et du coup, là, on peut afficher notre élément du tableau, ça va marcher. On peut toujours utiliser des crochets. Paf, ça va afficher du coup que 4. Maintenant, il faut savoir que en fait, dans tous les langages, il y a différentes implémentations pour les tableaux. Donc vous avez des vecteurs du coup. Les vecteurs, c'est les équivalents des listes en Python. Mais vous avez aussi des listes. Et là, en fait, ça fonctionne un peu de la même manière, mais t'en as qui sont plus optimisés pour certaines opérations que d'autres. Par exemple, le vecteur, c'est hyper rapide pour accéder à un élément, par exemple avec des crochets, mais ça va être potentiellement plus lent pour en rajouter, ou en supprimer même. La liste, c'est l'inverse. On va pouvoir rajouter et supprimer des éléments très rapidement, mais ça va être un peu lent d'y accéder comme ça, plutôt très lent même dans certains cas. Et il y a plein de containers en fait comme ça. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur ce site qui est bien tout simplement. Où, bon là j'ai cliqué sur CPP référence. Ici vous avez toutes les spécifications en fait, que je vous invite à regarder, mais vous allez sûrement pas comprendre grand chose au début. Et ici vous voyez qu'il y a Containers Library. Et alors là, bam, array. Du coup, ça, c'est un tableau statique qu'on ne peut pas modifier. C'est un peu comme ce qu'on avait tout à l'heure, du coup. Ou plutôt, c'est exactement la même chose en interne. Vector, du coup, ça, c'est une liste comme en Python. DQ, donc. Ça, c'est un vector, mais un peu différent. Un peu différent. Oui, parce que le vector, en gros, on peut supprimer des éléments à la fin très rapidement. Au milieu, moyennement rapidement. Et la DQ, on peut en supprimer à la fin et au début très rapidement, mais du coup au milieu moins rapidement. La forward list, c'est comme une liste, mais c'est compliqué à expliquer si vous connaissez pas trop. Mais en gros, voilà, il y a différents trucs. Les maps, du coup, en Python, vous connaissez les dictionnaires. Bah ici, l'équivalent, c'est stdmap ou stdset, du coup, en C++. Et vous avez, du coup, différents exemples. Donc là, si on clique dessus, paf, vous avez ça. Donc là, vous avez, on assigne par exemple au CPU la valeur 10, à GPU 15, à RAM 20, etc., etc. Donc là, on assigne une valeur, un peu comme en Python d'ailleurs. Et voilà. Ça, du coup, c'était les containers en général. Je vous invite à regarder. Je vais peut-être même faire une vidéo entièrement dessus parce que c'est énorme en fait. Maintenant, je vous ai montré les tableaux. Je vais quand même vous montrer la boucle for each, qui peut être pas mal.
Du coup, en Python, si vous voulez boucler à travers un tableau, vous faites que for i in mon tableau au lieu de range. Et paf, 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 i. Et du coup, i, ça va changer de valeur et prendre chacune des valeurs du tableau. Donc là, quand je lance 3, 6, moins 2 et 4, du coup, on a 4 qu'on a rajouté ici. D'ailleurs, je vais enlever ça. En C++, il y a aussi une boucle comme ça, au lieu de faire for int i égale 0, etc. Non, 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 on va pas faire ça, on va juste faire un... Bah déjà, ici, on met le type de la variable. On met son nom, donc i. Et là, on va faire un truc un peu particulier, on va mettre 2 petits points. On va mettre mon tableau. Et donc, vous voyez que c'est court et que au final, on a le même résultat. Donc là, attention, si on veut revenir à la ligne, du coup, n'oubliez pas le backslash n ou le std_l. Mais voilà, du coup, c'est la même chose. On va rajouter du coup plusieurs éléments pour voir. Donc, 3, 6. Tac, 3, 6, 4. Voilà, on a tout affiché. Ça, c'était la boucle for each. Ça, c'est pratique dans certains cas. Surtout, en fait, c'est surtout... Ah, c'est un argument, vrai, mais c'est pratique pour la visibilité. Moi, c'est le truc principal, l'avantage principal de la boucle for each, c'est la lisibilité. Ok? C'est que quand on voit une boucle comme ça, on sait que ça veut dire qu'on va traverser un tableau, en fait, qu'on va parcourir chaque élément d'un tableau. Alors que si on fait int i égale 0, i est plus petit que mon tableau, point size, comme ça, i++, et que... Ah, j'ai pas mis les accolades. Ah, je vous ai montré un truc que j'aurais pas dû vous montrer. C'est pas grave. Il y a les accolades. Voilà, si on fait un truc comme ça et qu'après on fait mon tableau i, bah là en fait quand on voit cette boucle là, comme ça, voilà, on sait pas forcément qu'on traverse un tableau. Alors oui, il y a mon tableau.size, mais bon, voilà quoi, on sait pas trop quand même. Alors que ouais, comme avant, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est une boucle for each, c'est qu'on traverse un tableau. Et d'ailleurs, en Python, c'est un peu la même chose. Enfin, voilà. Et oui, du coup, là, comme vous avez vu, j'ai pas mis d'accolade ici. C'est parce qu'en fait, si on met pas d'accolade après une boucle for, ou après un if, ou après un while, ou après n'importe quoi, qui demande des accolades, en fait, ça va exécuter que cette instruction-là. Donc là, par exemple, je vais mettre un exemple. Je vais mettre ça, et ici, je vais mettre stdcout i. Tac. Du coup, là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va exécuter que la prochaine instruction, du coup, jusqu'au point virgule. Et si je lance, ça va afficher i qu'une seule fois, ok? Le i fait pas partie de la boucle ici. Et du coup, si je mets les accolades, ça va faire partie de la boucle. Paf. Donc là, vous avez 3i, 6i, 4i, parce que ça, du coup, c'est répété. Ok. Désolé de ne pas indenter correctement, hein, mais bref, avec les moyens du board. Ceci pour vous montrer que l'indentation, en fait, on n'en a pas vraiment besoin en C++. Si vous voulez coder rapidement, vous pouvez faire un truc dégueulasse. Maintenant, on va voir les fonctions. Donc les fonctions, on a déjà vu un peu ça avec la fonction main. Mais maintenant, je vais vous donner un peu plus de détails. Donc, en Python, imaginons qu'on veuille faire une fonction add qui prend deux nombres en entrée, du coup a et b, et qui retourne la somme des deux. Donc, return a plus b, super accent anglais. On va faire comme ça. Et ensuite, on va appeler la fonction, par exemple, print 1 et 2. Donc là, ça va afficher 1 plus 2, c'est-à-dire 3. En C++, ça va être grosso modo pareil. Déjà,
on commence par contre par le type de retour. Du coup, on va retourner quoi? Cette fonction, ça retourne quoi? Donc ça, en vrai, ça marche pour tout. Ok. Si on veut que en C++ ça marche pour des nombres, on va mettre int. Ça, c'est le type de retour, du coup adds. Et à l'intérieur, ici, on va aussi mettre les arguments, sauf qu'on va mettre le type au début, int a, int b. Et là, deux petits points, on met un espace. Qu'est-ce qu'on fait en C++? Vous connaissez la réponse, on met des accolades. Et là, par contre, c'est exactement la même chose. On retourne A plus B et on met le point virgule comme c'est la fin de la ligne, comme c'est la fin d'une instruction. Du coup, là, on va faire un std cout add 1, 2. Donc là, comme vous le voyez, c'est exactement la même chose. Quand on appelle une fonction, on met les parenthèses, on met les arguments à l'intérieur et paf, on lance. Et pouf, ça affiche 3 aussi. Parfait. Maintenant, l'avantage en Python de faire une fonction comme ça, c'est aussi que par exemple, si je fais print add avec cette fois-ci des chaînes de caractères, quoique des chaînes de caractères, peut-être pas des chaînes de caractères. Vous savez quoi, on va prendre l'exemple de nombre à virgule à la place, parce que c'est un exemple assez flagrant. Des nombres à virgule, ça doit pouvoir s'ajouter, ok? Donc 3.2 et 1.2. Donc quand on additionne ça, ça fait quoi? Ça fait 4.4. On peut lancer pour voir, 4.4, ça marche. En C++, et même en C, parce que du coup ça vaut aussi pour le C, les fonctions. Si on met 3.2 et 1.2, magie magie, il y a une sorte d'erreur. Ça arrive à faire des choses. Déjà, je vais mettre un retour à la ligne. Je suis désolé, j'en ai pas mis. Je vais mettre backslash n. Parce qu'en Python aussi, il y a backslash n, je crois. Ok, du coup là, ça affiche 3 et 4. 4, pourquoi 4? Parce que ici, la fonction, ça retourne un nombre entier. Du coup, ça peut pas retourner un nombre à virgule déjà. Donc ça peut pas retourner 4.4. La deuxième raison, bon là en fait vous voyez tous les avertissements, c'est que ici on essaye de faire une conversion de double, du coup c'est un type de nombre à virgule, vers int, du coup vers un nombre entier. On fait une conversion implicite de nombre à virgule vers un nombre entier. Donc là par exemple à la place, on pourrait faire double, double, du coup nombre à virgule, on prend les nombres à virgule, paf, et du coup là ça marche. Et du coup là ça marche. Oui, mince, ça marche pas, parce que ici du coup déjà on retourne encore un entier. Donc on peut mettre un double à la place. Mais si on fait ça, 3, c'est aussi un double en fait. Bon là on le voit pas directement. Ah, c'est un peu complexe. Est-ce que je peux pas faire int i égale... Je vais vous montrer pourquoi en fait il y a des problèmes. Je peux pas vous montrer pourquoi il y a des problèmes. Ok, c'est compliqué. Voilà, du coup on a fait avec des doubles. Est-ce que je peux pas vous montrer avec quelque chose d'autre quand même? En vrai, l'exemple le plus flagrant, c'est les chaînes de caractères. Donc en C++ uniquement, pour les chaînes de caractères, on peut faire un... Déjà, il faut inclure string. Et du coup, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on incluait un truc de la librairie standard, du coup ici, il fallait mettre std au début. Et du coup, ici, dans notre cas, c'est string pour les chaînes de caractères. Et on va mettre, par exemple, s égale a. Voilà. Plutôt, on va mettre a ici. Et ensuite, on va mettre b. Donc là, si on veut faire une fonction qui additionne les strings, tac, on va copier-coller. On va ici mettre A et on va mettre B. Et là, ça va pas marcher. Parce que ça prend des nombres à virgule, ça prend pas du tout des strings en fait. Alors que ici,
si on veut additionner des chaînes de caractères, on peut faire A, on peut faire B, et paf, c'est magique en fait, ça additionne. Du coup, comment on fait ça en C++? Alors en C, c'est très tricky. Il y a un système de templates, mais tricky en C. Mais on peut juste faire sinon du copier-coller. Bon, en C, d'accord, on n'a pas stdstring. Mais en gros, on peut juste remplacer les types ici, par exemple, par int, int, int. Et en gros, ça fait une surcharge. On peut appeler les différentes fonctions. Et ça va automatiquement trouver la bonne fonction et appeler le bon code. Maintenant, en C++. En C++, déjà, on peut stdstring. Alors, là, c'est pas optimisé, hein, qu'on soit d'accord. Mais on peut faire comme ça et on peut regarder et ça va marcher. Et le problème, c'est que plus on rajoute de types, plus ça nous fait copier-coller des fonctions, en fait. On n'a pas de fonction... Comment dire? Le but, c'est... Ici, c'est la même chose à l'intérieur de l'implémentation. Du coup, on aimerait bien avoir à le marquer qu'une seule fois, ça. Il y a un truc qui s'appelle les templates en C++. On peut tout simplement écrire template, déclarer un type T, et en gros, T, on va dire plutôt mon type inconnu. Ce type-là, on ne le connaît pas. Paf, paf, et en fait, on va remplacer les différents types qu'on avait par mon type inconnu. Et en fait, ce type inconnu, il va être remplacé lorsqu'on va appeler cette fonction. Donc par exemple, ici, dans le add, ça, c'est des strings. Du coup, ça va copier-coller ça, comme ça. Et à chaque fois, ça va remplacer, du coup, déjà, ça va enlever le template, et ça va remplacer ça, comme ça. Mon type inconnu, ce sera stdstring. Mais ici, lorsqu'on va appeler cette fonction, ça va recopier-coller ça, et ça va remplacer, du coup, ça par double, du coup. Double, etc., etc. Mais du coup, ça le fait automatiquement. Et c'est super pratique. Donc là, par exemple, si on teste, ça marche. Voilà, du coup. Le problème avec ça, c'est que c'est assez compliqué à débugger et que ça prend beaucoup de temps à compiler. Plus il y en a, en fait. Au début, là, comme ça c'est pas long du tout, hein, comme vous le voyez. Mais voilà. J'ai expliqué les templates. Incroyable, je pensais pas faire ça. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste les classes et potentiellement les pointeurs. Donc, tout ce qui est pointeur, je ferai ça dans une vidéo différente parce que c'est un peu spécial, on va dire. Enfin, il faut vraiment donner des exemples et tout. Et ensuite, il y a les classes. Du coup, pour les classes... Alors, j'ai même oublié comment on faisait en Python. Je suis désolé. Ok, classe, c'est bon, c'est déjà comme ça. Ma classe, voilà, 2 petits points. On va mettre par exemple des variables i égale 3, etc. On peut faire un truc comme ça. Alors, s'il n'y a pas de fonction à l'intérieur, on peut en C et en C++ juste faire struct ma classe. Et attention, il n'y a pas de petits points ici. Vous savez ce que c'est accolade. À chaque fois qu'il y a 2 petits points et un décalage sur la ligne, on remplace ça par des accolades en fait. Sauf que ici, il faut faire attention, il y a un point-virgule. En C#, il n'y a pas de point-virgule ici, à la fin des classes et tout, mais c'est différent. Ici, en C et en C++, du coup, on peut faire comme ça. Et ici, du coup, ne pas oublier de déclarer le type de la variable avec un point-virgule à la fin. Du coup, ça marche. Et là, on peut faire ma variable égale ma classe, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de new en Python. Ma variable. Du coup, là, on va faire print ça.i. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de classe en Python. Ma classe n'est pas définie. Il n'y a pas la majuscule au début. Paf, et du coup là ça marche. En C, C++, on peut faire la même chose. On peut faire... Enfin non, c'est pas la même chose. Mais en fait, vous savez, on fait un nombre comme ça, voilà. C'est comme ça qu'on crée un nombre en C++. Et après, on peut assigner ce nombre-là plus tard
une valeur. Là, c'est un peu pareil pour les classes, sauf que du coup, le type, il est directement ici. Tout à l'heure, on a utilisé stdstring, stdvector, etc., etc. Tout ça, c'était des classes. Donc là, c'est la même chose. Et on peut ensuite faire... là, il y a la déclaration du coup par défaut. On peut modifier la variable i si on a envie en faisant... désolé, c'était ma variable ici. Pour que ce soit vraiment équivalent au Python. Ma variable .i égale 10 par exemple. Ensuite, on peut afficher tout ça avec un stdcout ma variable .i du coup. Ça, c'est la même chose. Avec, bon, il y a toujours ça qui change, il n'y a pas de retour à la ligne ici, mais ouais, ça. Du coup, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Si, il y a une différence quand même majeure. La différence majeure, c'est avec la copie. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc là, ma variable 1, ma variable 2. Qu'est-ce que je vais faire? Si. Ok, je sais ce qu'on va faire. Ma variable 2 égale ma variable 1. Haha! Haha! Ok. Et maintenant, on va ici modifier ma variable 1. .i égale 10. On va lancer ça. On va pas lancer ça. Ici, on va afficher ma variable 2.i. On relance. Ça affiche 10. Pourquoi? Parce que ici, on crée ma classe. Ma variable 1, ça pointe du coup vers la classe qui a été créée. Ici, on dit que ma variable 2, c'est le même objet que ma variable 1, du coup, c'est le même objet. Du coup, quand on modifie ma variable 1, bah, ça modifie aussi ma variable 2, puisque c'est le même objet. C'est la même chose. On a mis un égal. Du coup, ici, pouf, ça affiche 10. En C++, l'opérateur égal est un peu différent. Il a un sens différent. Le sens, ici, c'est un assignement, mais en fait, c'est une copie. Wow, j'ai pas fait d'exemple. Et du coup, si je fais par exemple ma variable 1, ma variable 2 égale ma variable 1, et du coup là, je vais modifier ma variable 1, et je vais afficher ma variable 2. Là, ça affiche 3, ça affiche pas 10. Alors que vous voyez que c'est quand même très similaire. Ça, c'est un truc auquel il faut faire attention. Parce que du coup, ça fait une copie, ok? Ça veut dire que c'est deux éléments différents, en fait, maintenant. Alors, en Python, je sais plus comment c'est, d'ailleurs. Je crois que c'est peut-être ma variable ça.copie, ou un truc du genre. Python, copie... Oui, ça, c'est exactement ça. Copier.copie. Ah, faut peut-être mettre une fonction, du coup. Ou... Ah, non, c'est l'inverse. C'est juste comme ça. Voilà, ça doit être comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ok. Copier.copie, peut-être? C'est pas ça, c'est pas ça. Ah, c'est peut-être comme ça. Mais ça, c'est pas défini. Waouh, c'est compliqué. Enfin, vous voyez que quand même, le Python, c'est... non. Enfin bref, on peut faire des copies aussi en Python. Mais du coup, c'est une copie. D'ailleurs, une manière facile de faire une copie, c'est à mon avis juste de faire un truc comme ça. Ça devrait marcher. Ça marche même pas! N'importe quoi! Enfin bref. Voilà, en C++, c'est des copies. Si vous voulez pointer vers le même objet, là, il faudrait utiliser des pointeurs. Donc faire un truc comme ça. Et... ou plutôt, on va faire un peu comme en Python. Ce qui se passe implicitement en Python, c'est qu'on a une variable qui est créée, ici, et que ma variable 1, du coup, ça va pointer, du coup, ça veut dire que c'est un pointeur, l'étoile. Du coup, ça va pointer vers ma variable. Ça, l'esperluette, c'est pour dire
c'est pour récupérer l'adresse en fait de la variable, donc on pointe vers l'adresse de la variable. C'est un peu compliqué. Et ici, l'adresse, paf, on pointe du coup vers... ou plutôt ici, on va faire égal. Voilà, on va faire égal parce que si on copie le pointeur, en fait, ça va toujours pointer au même endroit. Essayez de voir ça comme les raccourcis Windows. C'est le meilleur exemple que j'ai. Imaginez, vous avez un jeu vidéo sur votre ordinateur. Sur votre bureau, vous avez un raccourci vers ce jeu. Si vous copiez-collez le raccourci, c'est pas comme si vous copiez-collez le jeu. C'est juste ce raccourci que vous copiez-collez. Ok. Maintenant, les deux raccourcis, ils vont toujours pointer vers le même endroit. Bah là, c'est exactement la même chose. Ça, c'est le jeu. Ça, c'est le raccourci qu'on fait pointer vers le jeu, du coup. Et ça, du coup, c'est comme si on faisait un copier-coller du raccourci. Et là, par contre, ça va être modifié. Donc, faut juste faire attention. Ici, quand on utilise des pointeurs, on met des flashs à la place des points. Et ici aussi, du coup. Paf. Et ici, du coup, 1. Désolé. Du coup, là, on fait copier-coller du raccourci. Et voilà, du coup, ça affiche 10. Et c'est la même chose qu'en Python 10. Donc voilà, ça c'était les classes, entre guillemets, ou les structures. C'est valable en C et en C++. Mais du coup, en C++, il y a des choses bonus avec les classes. Ça, c'est disponible qu'en C++. Ma super classe. Tac. Et déjà ici, pour que les variables, vous puissiez y accéder, il faut mettre public. Parce qu'en gros, si on met pas public, vous pouvez pas y accéder. Il y a private, ça, vous pouvez pas y accéder, à part avec les fonctions à l'intérieur de la classe. Il y a protected, ça, c'est que pour les fonctions, enfin, il y a que les fonctions à l'intérieur de la classe qui peuvent accéder aux variables et celles des classes enfants. Et public, c'est tout le monde peut y accéder. Alors après, il y a tout le système d'héritage, etc. C'est à peu près comme en Python. Il y a le problème d'héritage en diamant. Il y a le polymorphisme, quoi. Il y a même un polymorphisme statique avec les templates, parce que les classes aussi, on peut les templater. Vous savez faire comme avec les fonctions en haut. Enfin, il y a pas mal de trucs, mais ça, à mon avis, c'est un peu plus abstrait. Je vous laisse chercher pour vous-même. Même les pointeurs, si vous n'avez pas trop compris, allez chercher ou allez regarder tout simplement mes autres vidéos, parce que je vais très probablement faire des vidéos dessus. Merci d'avoir regardé. C'était tout en fait pour, pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. C'est Progs et du coup je vous dis à la prochaine. Bye bye.